Alors, la question est très simple. Pourrait-on ne rien transmettre? La question est simple et la réponse est donc complexe. On ne peut pas ne pas transmettre. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on transmet? La principale transmission, c'est le silence. C'est-à-dire que lorsqu'on se tait, on transmet quelque chose qui souligne, tiens, papa se tait quand je lui demande de parler de la guerre d'Algérie. Tiens, maman se tait quand je lui demande de quel pays elle vient. Qu'est-ce que c'est que ce silence? Et ce silence, déjà, invite l'enfant à l'angoisse ou à la créativité. Donc l'enfant n'est pas un récipient passif. Alors, qu'est-ce qu'on transmet? Est-ce que comme l'a dit une petite fille tout à l'heure, est-ce que la transmission, c'est l'hérédité? Oui, notre sexe est transmis par hérédité. Lorsque le spermatozoïde de Laios est rentré dans l'ovule de Jocaste, ça pouvait donner qu'un être humain, ça ne pouvait pas donner un hippopotame ou un chevalier gambette. Donc, mais pour que cet être humain devienne Oedipe, il fallait qu'il y ait une transmission d'histoire. Donc, quand je parle d'hérédité, la couleur de notre peau, la couleur de nos poils est transmise par hérédité. 7000 maladies génétiques sont transmises par hérédité. 7000 maladies génétiques, ça fait une naissance sur 25 ou 30 000. Hein. Donc c'est beaucoup de maladies génétiques, mais c'est par bonheur, c'est quand même rare pour nos enfants. Quand j'ai dit ça, j'ai dit quoi de la condition humaine? Presque rien. Je n'ai pas parlé de ce qui se transmet pendant la grossesse. Je n'ai pas parlé de la manière dont la mère et le père s'articulent autour de l'enfant. Je n'ai pas parlé des interactions précoces. Je n'ai pas parlé du quartier, de la structure de la famille. Je n'ai pas parlé des récits collectifs. Je n'ai pas parlé des conditions économiques. Je n'ai de la manière de penser, de la manière de croire. J'ai parlé de presque rien de la condition humaine, alors que oui, la transmission génétique existe, mais ce qui est transmis, c'est un peu les gènes et c'est beaucoup la bibliothèque. Alors là, dans la bibliothèque, on a énormément de récits, et selon les cultures, selon les familles, selon les personnes. Alors, les enfants ne sont pas des récipients passifs. Ils interprètent ce qu'ils perçoivent au fur et à mesure de leur développement. Et il y a deux exemples qui me permettent d'illustrer ce que je viens de vous proposer. Le premier exemple, c'est les jumeaux dizygotes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du même œuf, et pourtant ils ont été portés par la même mère, dans la même relation parentale, dans le même contexte social et culturel. Et ces jumeaux dizygotes éprouvent, interprètent le monde parfois de manière étonnamment différente. Je prends l'exemple d'un couple de jumeaux dizygotes, une fille et un garçon. Les parents sont des 68ards, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une idée en tête, c'est se coucher à 4 heures du matin, après des discussions pour réformer le monde, après des discussions qui durent des heures et des heures. Interprétation, voilà le fait. Interprétation du garçon, on a eu une enfance merveilleuse. Nos parents nous laissaient toute la liberté. J'ai adoré mes parents, je pouvais dormir n'importe où, j'avais une liberté totale, j'étais mauvais à l'école, je n'ai jamais eu la moindre critique de mes parents. Merci mes parents, vous nous avez offert une enfance délicieuse. Interprétation du même fait par la fille, mes parents nous ont abandonnés. Ils ne pensaient qu'à eux. Ils ne pensaient qu'à discuter jusqu'à 4 heures du matin. Et nous, on était tout seuls. Et ils ne s'intéressaient pas à nos résultats. Le même fait est interprété déjà par les enfants de manière parfois totalement différente. Pourquoi est-ce que déjà si tôt on arrive à une différence de perception du monde et même à une différence de goût du monde?
C'est que probablement parce qu'on est en construction constante et que inévitablement on part de la matière pour quitter la matière très tôt, avant la parole. Aucun de nos bébés ne parle le jour de sa naissance, sauf un seul, Pantagruel, qui à peine né s'est écrié « à boire, je veux du bon vin ». Mais à part Pantagruel, aucun bébé, il faut attendre 20 mois pour que les bébés rentrent dans le monde des mots. À 30 mois, ils ont appris la langue maternelle, c'est-à-dire sans école, sans livre, sans professeur, au corps à corps, au contact, performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de notre vie. C'est-à-dire que personnellement, ça fait 60 ans que je suis débutant en anglais. Alors que ma langue maternelle, je l'ai apprise, je pense, en 10 mois. Alors, il faut apporter une petite nuance à ce que je viens de proposer. À 17 mois, les bébés-filles ont déjà 50 mots, un début de règles de grammaire et même un début de double articulation, performance intellectuelle que ne feront les bébés garçons qu'à l'âge de 22 mois. Ça reste entre nous, ça, hein. Ça sort pas de la salle, hein. Alors comment interpréter ce fait? Il y a 1000 hypothèses explicatives possibles, on en parlera si vous voulez tout à l'heure. Mais ça veut dire déjà qu'on est en construction constante. Avant la parole, on a déjà un goût du monde, une manière de percevoir le monde qui est différente pour chacun d'entre nous. Et l'histoire, et même l'histoire du contexte, l'histoire familiale et l'histoire avec une grande H, comme disait Georges Perec, l'histoire sociale, l'histoire collective, l'histoire culturelle, joue déjà un rôle. J'ai eu à accompagner 3 enfants qui ont vu leur mère arrêtée en 1944 par la Gestapo française. Ils ont vu leur mère arrêtée. Le garçon qui avait 12 ans à ce moment-là dit « Maman n'est plus là, ma vie est finie. Je ne pourrai plus vivre sans elle, c'est plus la peine, je suis désespéré. » Le numéro 2, 10 ans, dit « Maman n'est plus là, à nous de nous prendre en charge. » Et c'est lui qui a pris en charge les 3 enfants pendant toute la vie, même à l'adolescence, même à l'âge adulte, il continue à les prendre en charge. Et la 3e est une fille qui avait 7 ans au moment de ce traumatisme. La petite fille dit « Je ne pardonnerai jamais à maman de nous avoir abandonnés. » Et je l'ai rencontrée à Perpignan, il n'y a pas longtemps, alors bien sûr elle a plus 7 ans maintenant, elle était avec son mari, et je lui dis « Vous vous rappelez ce que vous avez dit ?» Elle dit « Ben oui, maman nous a abandonnés. » Son mari sursaute et lui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as bien vu que ta mère était arrêtée et qu'elle aurait préféré rester avec vous. » Je l'ai vu, je le comprends rationnellement, mais je sens qu'elle nous a abandonnés. Donc on voit même, c'est une conjonction de pressions différentes qui fait qu'on interprète le monde de manière différente et qu'on ne sait pas finalement exactement, la transmission n'est pas linéaire, elle est inévitable, mais elle n'est pas linéaire. Alors on transmet un peu de biologie, on transmet la construction du tempérament généralement au cours des mois préverbaux, c'est-à-dire dans les interactions précoces, dernière semaine de la grossesse, jusqu'au moment de la parole, c'est-à-dire, on va dire schématiquement pendant 2 mois, mais on fait commencer l'ontogenèse, la construction de la personnalité, on la fait commencer à partir de la 27e semaine. L'enfant perçoit déjà des informations traduites par le corps de la mère à partir de la 27e semaine. Et quand j'ai travaillé dans les pays en guerre et quand on avait à accompagner des femmes enceintes qui consultaient d'elles-mêmes pour syndrome psychotraumatique, les bébés qu'elles portaient avaient tous déjà des altérations neurologiques. Et ces altérations, ils sont arrivés au monde avec des altérations neurologiques. Ces altérations sont résiliables si on s'occupe de la mère pour la sécuriser et si on s'occupe des enfants pour leur proposer une autre niche sensorielle qui va les sécuriser
et les dynamiser. Donc c'est une altération acquise à cause d'une tragédie sociale, la guerre, la précarité sociale, la violence conjugale. Ça transmet, ça stresse la mère, ça transmet quelque chose au corps à corps, au corps de la mère, les émotions, au corps de l'enfant qu'elle porte. Mais c'est résiliable, c'est-à-dire que si pour des raisons affectives et verbales et culturelles, on structure la niche sensorielle autour de l'enfant, on va lui permettre de reprendre un nouveau développement bon, ce qui ne veut pas dire qu'il aura oublié, qu'il n'aura pas de traces de l'altération, de la souffrance de sa mère. Mais son développement sera bon quand même. Alors on voit que donc c'est une construction constante et une convergence de causes hétérogènes qui permettent de transmettre quelque chose à nos enfants. Ça peut être biologique. On sait maintenant, avec les marqueurs biologiques, que par exemple, il y a eu la famine à Saint-Pétersbourg pendant la Seconde Guerre mondiale et que 800 000 Russes sont morts de faim pendant la guerre parce qu'ils étaient assiégés par l'armée allemande. La génération d'après était obèse. C'est-à-dire que ce qui avait été transmis, c'est une modification de la bandelette ADN qu'on sait photographier aujourd'hui, qui avait modifié le métabolisme des enfants, qui fait que ces enfants incorporaient toutes les molécules de sucre qu'ils absorbaient et ils sont devenus obèses parce que leurs parents s'étaient adaptés à la famine. On est dans la transmission biologique et culturelle à la fois, parce que s'il y a eu une famine, c'est parce qu'ils étaient assiégés. Et s'il y a eu 800 000 morts, c'est parce qu'il y avait une guerre. Donc, mais c'est résiliable, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'agir sur le milieu qui agit sur nous. On a donc un degré de liberté, donc un degré de responsabilité. Alors, ces fantômes se transmettent et ils sont biologiques, affectifs, psychologiques, verbaux, sociaux et culturels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer un phénomène de transmission par une cause, mais on peut l'expliquer par une convergence de causes, c'est-à-dire un raisonnement systémique et non pas un raisonnement linéaire. Alors ça entraîne beaucoup, maintenant on sait que c'est résiliable. Pratiquement toutes les altérations sont résiliables, sauf si l'isolement sensoriel a été précoce, intense, durable. Alors là, le cerveau est asséché, il ne sécrète plus de neurohormones, et là, la reprise développementale est difficile. Mais ce sont des cas rares. La plupart du temps, un enfant traumatisé est entouré, plus ou moins bien, mais il est entouré par un substitut, par une institution, et dans ce cas-là, il reprend un développement qui peut être parfois très bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'aura pas gardé la trace de son trauma ou la trace du trauma de la femme qu'il a portée, sa mère, ou la trace de la mésentente des parents. Par exemple, Elisabeth Fivaz, elle était professeure de psychologie à Lausanne et elle a analysé la manière dont la mère et le père parlaient autour de l'enfant. Quand la mère et le père ont un tour de parole synchronisé, harmonieux, ils se parlent, ils sourient, ils parlent au bébé, enfin ce qu'on fait dans la vie quotidienne. Et on voit que le bébé alterne le regard vers l'un et vers l'autre, et que très tôt, il acquiert ce qu'on appelle un attachement sécure, c'est-à-dire qu'il a acquis une petite confiance en lui préverbale, et qui va faire partie de la population des enfants qui parlent très tôt et qui vont devenir des bons élèves. Un enfant sur 3 n'a pas eu cette niche sensorielle, peut-être parce que la mère est morte, peut-être parce que le père est violent, peut-être parce qu'il y a une rivalité entre les parents et que le bébé n'arrive pas à se coordonner. Il ne comprend pas très bien les bruits, la musique des mots qui est autour de lui. Il ne comprend pas très bien, il n'arrive pas à se coordonner. Il acquiert un attachement insécure, évitant, il évite le regard, il se met sur le côté, ambivalent, il agresse les gens qu'il aime, ou confus, il fait n'importe quoi, on ne peut pas lire ce bébé, on ne le comprend pas. Donc il a acquis un trouble du développement à cause
de la mort, du malheur de ses parents. C'est résiliable. C'est-à-dire que si on propose à ce bébé, à cet enfant, un nouveau milieu sécurisant, il va reprendre un bon développement, ce qui ne veut pas dire qu'il va oublier la trace de la difficulté. Maintenant, je vais terminer par... je vais quitter la biologie, je suis passé par l'affectif et le psychologique, et maintenant, pendant les 4 minutes qui me restent, je vais parler que de récits collectifs. Et ces récits collectifs, les journaux, les préjugés, les stéréotypes, les films, les romans, tout ce qui fait notre vie quotidienne participe à la manière dont un enfant se représente lui-même. Exemple, Georges Perec. Georges Perec, son père s'engage en 1939, son père s'engage dans le régiment des volontaires étrangers, il disparaît. Sa mère l'amène à la gare de Lyon pour le placer dans un home d'enfants, elle disparaît. Sa tante, ses oncles disparaissent, ses cousins, cousines disparaissent, et l'enfant se retrouve seul, sans famille, sans traumatisme, simplement, à cause de conditions des rafles des Juifs de la guerre de 40, il se retrouve dans un isolement affectif total. Il n'a pas vu de traumatisme, il ne sait pas ce qui se passe, il ne comprend pas, il a 6 ans, 4 ans, il ne comprend pas, ses parents étaient là et puis ils ne sont plus là. Et à l'âge de 8 ans, il comprend que ses parents disparus, pas morts, c'est pas pareil, ses parents disparus, finalement, ils ne reviendront jamais. Et ils ne sont pas morts. Donc c'est très différent. Et quand il comprend que ses parents ne reviendront jamais, lui qui était mauvais élève se dit, il faut que je devienne écrivain de façon à ce que je raconte l'autobiographie de mes parents, qu'il n'a jamais connue, qu'il ne peut donc que imaginer. Et pour ça, il faut qu'il devienne écrivain. Dès qu'il est motivé et entouré, il devient bon élève, il rattrape son retard très rapidement. Et mon ami Ferrari l'a eu comme archiviste au CNRS. Ferrari était professeur de psychiatrie à Saint-Antoine. Pérec était un homme adorable, très agréable à travailler, très gai, très efficace, un excellent archiviste, mais tous les soirs, il y avait une crypte douloureuse, il souffrait en secret tous les soirs de quelque chose qu'il n'avait pu jamais élaborer à cause du silence que lui imposait la culture. C'est fini tout ça, arrête de te plaindre, allez, pense à autre chose. Le déni culturel de la France après la Seconde Guerre mondiale a fait taire énormément de gens qui avaient été traumatisés, et on a eu la même chose d'ailleurs après la guerre d'Algérie, où beaucoup d'hommes sont rentrés après la guerre d'Algérie et leur propre famille les faisait taire. C'est-à-dire qu'ils travaillaient, ils souriaient, et tous les soirs, ils souffraient en secret, ils n'étaient pas entiers, ils avaient un clivage de la personnalité, parce que ce clivage n'était pas névrotique. Ce clivage était provoqué par le récit collectif qui empêchait la totale expression d'eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire que là, c'était un clivage. Et quand on a fait, avec Joe Casterstein, on a pris une population qui était clivée pour des raisons de récit collectif, on a observé le comportement de leurs enfants, et on a parlé avec les enfants, on a observé leur comportement, et on a vu que presque 80% de la population de ces enfants dont les parents étaient clivés à cause de l'altération du récit collectif qui les empêchait de parler, 80% des enfants avaient acquis un attachement ambivalent, alors que c'est 20% dans la population générale. Donc il est possible de supprimer ces fantômes qui se transmettent à travers les générations pour ne garder que l'aspect nécessaire et bénéfique, se rencontrer, entourer un enfant, le sécuriser, ce qui va lui donner le plaisir d'explorer et le plaisir d'apprendre, et dans ce cas-là, on ne transmettra que du bonheur à nos enfants, ce qui est notre rêve à tous, et parfois on y arrive. Voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires.
Je pense maintenant qu'elles sont confuses, j'espère. Merci de m'avoir écouté.